Salut tout le monde et bienvenue à ce top 10 des plus beaux plateaux de jeux de société auxquels j'ai joué. Dans ce vidéo, je vais couvrir les positions 5 à 1. Et je vous ai déjà averti aux vidéos précédentes, mais préparez-vous, c'est le spectacle Terry Leeds, mon idole, un graphiste que j'adore et qui est responsable de 4 des 5 boards que je vais vous montrer à l'instant. Fait que, donc, quand on aime, on aime. Mais il a un style vraiment que moi je trouve très très beau, puis ça se reflète dans mon top 10. Fait qu'allons-y sans plus tarder avec la position numéro 5. Il s'agit d'un jeu un peu obscur que je n'ai pas couvert au moment où j'enregistre cette vidéo-là sur la chaîne. Triumph of Chaos V2 édition Deluxe, un jeu sur la guerre civile russe. Évidemment, c'est moins connu que la guerre civile américaine. C'est un sujet qu'on peut considérer comme étant quand même un peu obscur, qui a opposé, ça vous donne une idée, les rouges contre les blancs. Fait que, il y a des gens qui tripent sur ce conflit-là, puis qui ont lu un paquet de livres là-dessus, là, mais le commun des mortels, basé sur mon expérience, n'en connaît que des fragments. Ceci dit, ils ont confié le board à Terry Leeds, puis holy shit, ils doivent pas avoir été déçus. Si on zoome un petit peu, là, c'est vraiment superbe. Et qu'est-ce que Marco Poutré aime par-dessus tout? Marco Poutré aime le fait que chacune de ces villes-là qui sont ici, un artiste peut-être un petit peu plus paresseux aurait fait un design, puis après ça, il aurait fait copier-coller sur toutes les hosties de villes sur la map, mais ce n'est pas la façon de fonctionner de Terry Leeds qui nous fait un petit graphisme unique pour chacune de ces villes-là, ce qui ajoute à l'immersion puis ce qui ajoute au flavor. Euh, tout le board, je veux dire, c'est incroyable. Tous les petits dessins, la petite révolte qu'il y a ici, tu sais, puis rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je disais, tu sais, il n'y a rien que j'aime plus que de voir un board et me dire, écoute, c'est quoi ces petites têtes de mort-là? C'est quoi ces petites étiquettes-là? C'est quoi cette espèce de track-là ici spécial avec une ville au travers? Ces placeholders-là pour des cartes, en tout cas, on compte plus le nombre de tracks qu'il y a alentour de ce jeu-là. Fait que moi, vraiment, ça m'encourage à lire les règles. Je dois confesser, par contre, que j'ai dérogé un petit peu de ce que je m'étais fixé au début de ce top 10-là. Je n'ai jamais joué une game officiellement de Triumph of Chaos V2 édition de luxe et ce n'est pas par manque d'intérêt. Je suis incapable, mais c'est un des rares jeux qui m'échappe. J'ai joué à des jeux complexes dans ma vie, mais celui-là est 4.61 sur 5 sur Board Game Geek et il mérite chaque point sur cette échelle-là. Hostie que c'est compliqué, puis hostie que c'est chromé. Je sais pas combien de fois j'ai rouvert le PDF en me retroussant les manches, puis en me disant, là, ça y est, hostie, je me décourage pas, là, puis je casse à peu près tout le temps à la même place. Il y a du chrome, c'est épouvantable. Puis comme je disais, on maîtrise pas super gros. Ben je ne veux pas vous inclure là-dedans, puis vous insulter, mais je maîtrise pas tant que ça le thème, personnellement. Fait que peut-être que ça contribue au fait qu'à un moment donné, là, je suis complètement dépassé par tout l'aspect chromé de ça. Là. Mais tu sais, je suis pas tout seul. Là. Il y a beaucoup de gens qui admirent ce design-là, mais en même temps qui ont probablement jamais joué parce que c'est compliqué en sacrament. Tu le vois déjà, l'auteur, évidemment, s'il y a un V2, c'est que l'auteur a fait un V1. Puis après ça, il a fait la V2. Puis même après la V2, il a continué de bricoler, il a continué de taponner. Je sais qu'il y a des variantes sur Board Game Geek. Fait que là, laquelle variante est la bonne? Est-ce que le module vassal suit toutes ces variantes-là? Qu'en est-il du jeu physique? Qu'en est-il des composantes? Fait que c'est un peu dur à suivre. Il y a mon ami Tim Gagnon qui apparemment a parti une game contre son frère. Puis ils sont sérieux, puis ils veulent aller jusqu'au bout. Ils vont peut-être être les deux seuls humains de la planète Terre à faire une game de Triumph of Chaos selon les règles, tu sais, puis mais bon, on n'est pas ici pour parler du jeu, c'est quasiment c'est card driven en plus, fait que ça a tout pour me plaire, là, mais je suis juste pas capable de passer la fameuse code. Mon souhait, c'est qu'un jour il se retrouve sur une playlist puis je sois capable de vous l'expliquer en bon québécois, mais pour l'instant, je suis pas rendu là. Fait intéressant à noter aussi, d'après moi, c'est pas l'œuvre de Terry Leeds d'un bout à l'autre parce que les counters et les cartes de ce jeu-là sont parmi les plus lettres que j'ai vues dans ma vie. Alors c'est très paradoxal, c'est très contrastant, puis c'est quasiment un sacrilège pour moi de mettre ces counters et ces cartes lettres-là sur un aussi beau board. Fait que je sais pas s'ils ont manqué de budget. Ça doit pas être cheap d'engager Terry Leeds. Là. Je sais pas s'ils ont manqué de budget en cours de route ou si dès le début il avait dit on va donner le board à Terry Leeds, on va faire le reste nous autres mêmes. Là. Mais je peux pas croire que c'est Terry qui a fait, je vais m'informer, là, je peux pas croire que c'est Terry qui a fait les counters puis les cartes, c'est trop lettre, ça se peut pas. C'est comme
Fait, fait que pour moi, ça détonne un peu, là. Ça clash vraiment quand on met les deux un par-dessus l'autre, là. Mais bon. Et pour ce qui est du plateau, puisque c'est de ça qu'il est question en ce moment, là, il est numéro 5 sur ma liste et il le mérite, là. Numéro 4, là on est en terrain connu quand même, ou un peu plus connu, de Plum Island Horror de GMT Games, un plateau également par Terry Leeds. On est ailleurs, on n'est pas dans un wargame, on n'est pas dans un jeu historique, c'est de la fantasy, un petit peu du Ameritrash, invasion du zombie là, sur une île. Euh, Puis encore là, c'est chaque space a été vraiment là illustré par Terry Leeds, puis est absolument superbe. Le niveau de détail, là, même entre les spaces sur le board, là, c'est de toute beauté. Euh, c'est ce qu'on appelle dans le catalogue de GMT, ce jeu-là, un crossover, c'est-à-dire GMT, par exemple, est typiquement un éditeur de wargame puis de jeux historiques. Puis là, ils sont comme trempé l'orteil un peu dans le Ameritrash. Puis comme de fait, Plum Island Horror a attiré l'attention d'énormément de gens qui n'avaient aucune idée que GMT Games existait. Fait que dans ce temps-là, si vous êtes un éditeur, vous mettez le paquet parce que c'est peut-être le seul jeu de votre compagnie auquel les gens vont jouer, là, à part vos fans qui achètent à peu près tous vos jeux historiques, là. Fait que c'est pour ça, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé Terry Leeds. Terry, tu t'occupes de ça. Puis, comme je dis, il ne les a pas déçus. En tout cas, il ne m'a pas déçu. C'est vraiment un board euh, qui est, qui est de toute beauté. Puis, pour un jeu comme ça, là, un peu comme on dit des fois encore Beer and Pretzel, où on invite les amis, là, puis on fait du bon vieux bashing de zombies, là. On déplie ça sur la table, puis ça donne le ton. Puis, parlant de ton, il y a une direction artistique dans ce jeu-là que je salue, là, mais vraiment, Terry s'est fait dire, fais-nous un look là, un peu comic book des années 70 ou 80 ou film de série B là-dessus. Là. Puis il a vraiment saisi la balle au bon, puis il a fait ça. Puis là, contrairement à Triumph of Chaos, je sais pertinemment que Plum Island Horror c'était release d'un bout à l'autre. Fait que même les factions, les petits standees, les cartes, les counters, tout ça, là, c'est tout A1 au niveau des composantes. Mais le board en lui-même est suffisant pour se mériter la quatrième place. Et dans le cadre de la vie des gens riches et célèbres, euh, la vie des gens pauvres et célèbres, je devrais dire, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec Terry Leeds sur l'extension de Plum Island Horror, auquel j'ai été assigné comme développeur. Puis là, c'est un peu un rêve qui devient réalité, là, mais j'envoie des specs maintenant à Terry Leeds, puis il me retourne des fichiers là, avec son graphiste. Là, fait que j'ai l'occasion de collaborer avec une de mes idoles et j'en serai toujours reconnaissant. Numéro 3, il s'agit de Liberty or Death, The American Insurrection, le coin numéro 5 de GMT. Celui que je n'ai pas couvert au moment d'enregistrer cette vidéo-là, j'ai couvert les quatre premiers. Je suis rendu à celui-là, puis là les gens disent, ben, Chris, si tu trouves le board aussi beau que ça, qu'est-ce que tu attends pour le couvrir? Ben, j'ai une petite confession à vous faire si vous n'êtes pas déjà au courant, mais j'aime pas les coins tant que ça. C'est un système qui me laisse un peu indifférent. Il faut vraiment que je me motive, il faut vraiment que je me botte le cul pour jouer à des coins. Fait que ça va venir, inquiétez-vous pas. Là, puis en regardant ce board-là, là, instantanément, on dirait j'ai le goût de jouer, peu importe c'est quoi les mécaniques. Là, encore là, le signe d'un board qui vous motive puis qui vous énergise. Encore une fois, Savannah, Charlestown, Norfolk, Philadelphie, c'est toutes des villes. On aurait pu utiliser le même dessin, mais c'est pas ça que Terry a fait. Même la campagne avec les chaînes de montagne, les forêts, les lacs, les cours d'eau. C'est vraiment superbe. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce jeu-là est probablement la map des États-Unis la plus belle qui a été faite sous forme de board game. Fait que Harold Buchanan, le designer, qui a été choyé de pouvoir être matché avec Terry Leeds. En fait, n'importe quel designer, si vous apprenez que vous allez être matché avec Terry Leeds, ben remerciez le ciel parce qu'à lui tout seul, il va vous vendre des copies de votre jeu, ne serait-ce que par l'esthétisme. Là. Euh, Fait que voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Comme je dis, c'est un coin. En tout cas, vous devriez être familier avec les systèmes si vous êtes avec le système si vous êtes des réguliers de la chaîne. Là. Mais on est ici encore là surtout pour admirer le board et admirer l'œuvre de mon ami Terry. Numéro 2, encore une fois de Terry Leeds, A Jest of Robin Hood. Ce n'est pas un coin, non, non.
même si beaucoup de gens l'appellent un coin à deux. C'est la nouvelle série ICS, c'est Regular Combat Series, le spin-off de Coin que GMT Games a sorti, qui est essentiellement effectivement les mêmes mécaniques, mais bon, avec un petit rebranding autrement. Encore là, on n'est pas officiellement dans un jeu historique ou un wargame. On est un peu plus dans le folklore, là, si on veut, là, mais holy shit. Fait que ce board-là, c'est autant le board lui-même, c'est-à-dire les spaces encore là où vous allez vous promener, Nottingham, que ce qui l'entoure, les petites pièces d'or que vous avez ici, la chandelle, ces dessins-là, cette épée-là avec l'espèce de truc en or qui est là. Calvasse, que c'est beau. Esti, vraiment, quand je l'ai découvert sur la chaîne, là, puis on a comme passé les 2 premières minutes à baver collectivement sur le board, puis à le regarder, là, juste le dessin de la prison ici. Puis encore là, direction artistique, les cartes vont être très semblables à ce que vous voyez là, fait que le package au complet se tient et a du sens. Beaucoup de gens encore là, ce jeu-là, de par son thème, un autre jeu qui a attiré l'attention des gens sur GMT Games, des gens qui n'étaient pas peut-être des consommateurs réguliers de jeux de GMT Games, puis qui n'ont fait que s'époustoufler devant la qualité de ce board-là, le cadenas qui est là, l'inspection royale qui est là, la plume, puis tout, l'ensemble de l'œuvre. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Fait que là, si vous êtes perspicace, vous allez vous dire, Chris, il a dit que 4 des 5 jeux étaient de Terry Leeds. Puis il me semble qu'on vient d'en voir 4. Ça veut donc dire que son top 1 n'est pas de Terry Leeds, effectivement. Et je m'excuse auprès de lui s'il est à l'écoute. Mais mon top 1 n'est pas de lui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mon top 1 est A Most Fearful Sacrifice euh, de Herman Luttman. Ça, c'est le designer du jeu. Et Rick Barber est l'artiste qui a fait la map. Rick Barber, si vous n'êtes pas familier avec ce bonhomme-là, ce personnage-là, j'en ai parlé à quelques occasions sur la chaîne. Il est mort récemment, il est mort en 2022 ou en 2023. J'aurais pu honnêtement prendre n'importe quelle map sur la guerre civile américaine sur laquelle Rick Barber a travaillé parce qu'ils ont tous ce style-là puis sont toutes belles de même. Longstreet Attacks, The Days Hours, puis il en a fait un paquet d'autres. J'ai choisi A Most Fearful Sacrifice pour deux raisons. La première, c'est que c'est une des dernières cartes sur lesquelles il a travaillé avant de mourir. Puis la deuxième, ce que vous voyez là, en fait, c'est un jeu assez monstrueux, là. Ce que vous voyez là, en fait, dans le jeu physique, c'est 4 maps qui sont collées ensemble. Fait que ça prend de la place en crise. Fait que je me suis dit, tant qu'à regarder le travail de Rick Barber, puis faire son éloge, je vais tout aussi bien d'en regarder puis d'en voir en masse. Là. Puis là, ben, si je zoome, ce qui est un peu débile là, dans cette œuvre-là, là, c'est le niveau de détail. Je suis probablement convaincu là, qu'il y avait effectivement un petit bâtiment ici dans l'hexagone 25-23 qui est là avec peut-être une maison avec une petite shed à côté ou un petit cabanon à côté. Là. Mais Rick Barber, ça a été confirmé par plusieurs, c'est pas juste du pétage de brou comme on dit en bon québécois, là, mais Rick Barber se déplaçait sur les champs de bataille de la guerre civile américaine avec son pad, son crayon, son petit cahier à croquis, là, prenait des notes, faisait des esquisses puis des affaires de même. Il était de ce niveau de professionnalisme-là. Puis pour moi, juste ça, c'est suffisant pour qu'il ait sa place justement sur le top 10. Là. C'est pour moi quelqu'un qui se donne de même pour être précis. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Chris, la bataille de Gettysburg, ça n'a pas eu lieu la semaine passée, effectivement, mais la majorité des champs de bataille majeurs de la guerre civile américaine, c'est des endroits protégés aux États-Unis. C'est devenu presque l'équivalent des parcs nationaux. Puis vous ne faites pas ce que vous voulez là-dedans. Là. Vous n'allez pas organiser un rave là, avec là, un millier de personnes, là, puis crisser votre camp, puis laisser un paquet de canettes vides à terre. Là. C'est très réglementé, c'est très protégé. Vous pouvez le visiter, mais fort probablement sous escorte pour pas que vous fassiez de niaiserie là. C'est quelque chose qui est pris très très au sérieux. Puis la bataille de Gettysburg qui a été l'apogée de la guerre civile américaine, vous pouvez être certain aussi là, que c'est qu'encore là, vous pouvez pas juste faire la fiesta là avec vos amis là, puis laisser traîner vos vidanges à terre là. Fait que tout ça pour dire que, bon, oui, la nature se crée, celle peut-être de ça, les arbres poussent, les arbres meurent, mais au niveau de l'élévation du terrain, au niveau de où se trouvent
les forêts, là, tu sais, c'est peut-être pas les mêmes arbres qu'il y avait en 1860 cuc, là, mais quand même, les endroits où il y avait des forêts puis tout ça, c'est fort probablement les mêmes endroits, étant donné que ça a été bien protégé, bien conservé. Sinon, je suis certain que Rick Barber se fie aussi sur d'autres œuvres de l'époque, mais tu sais, c'est quelqu'un qui était reconnu pour être sur la coche en termes de fiabilité, puis en termes de niveau encore là de professionnalisme, puis de cœur qu'il mettait dans ses maps. Puis juste ça, pour moi, ça lui mérite une place sur le top 10. C'est une joie de jouer là-dessus, puis c'est une joie de se promener là-dessus, puis son talent nous aide justement, aide à l'immersion finalement, là, quand on se tape dessus, l'Union contre les rebelles, là, quand on se tape dessus dans ce jeu-là, là, c'est son niveau de détail artistique fait que c'est comme si euh, on y était. Il y en aura plus maintenant des nouvelles maps de Rick Barber, hélas, fait que ça ajoute un petit peu au côté mystique de la chose, puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit là. Le jeu lui-même est excellent, fait que c'est pas, disons que ça l'aide aussi, là. Puis au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il n'est pas couvert encore. J'ai couvert Long Street Attacks. Si vous êtes curieux sur le système, Long Street Attacks, je l'ai couvert sur la chaîne. Il y a un système semblable. Mais celui-là, je vais probablement le couvrir d'une façon ou d'une autre aussi, dans une forme ou une autre sur la chaîne, puis prochainement même peut-être, parce que le système est vraiment innovant, est vraiment intéressant, puis est vraiment excitant pour une bataille qui a impliqué autant de monde que ça, là, la façon qu'ils ont réussi à rendre ça quand même buvable, parce que c'est jouable. C'est pas un monstre qui vous prend un mois à jouer là, non-stop, là, jour et nuit. Là. C'est jouable quand même, fait que ça va valoir la peine que je vous en parle dans une éventuelle playlist. Fait que voilà, ça conclut le top 10 des plus beaux boards sur lesquels j'ai joué. C'est vrai que c'est le fun comme exercice, ça nous force à aiguiser notre esprit critique, à nous brancher, puis à faire découvrir ou à rendre hommage aux gens qu'on admire dans l'industrie. Fait qu'il y a déjà des gens qui m'ont suggéré toutes sortes de top 10, certains cocasses, d'autres intéressants, puis d'autres ce que moi je vais appeler des bottom 10, là, mais tu sais, les pires ci, puis les pires ça, ça va venir aussi, inquiétez-vous pas, là. Mais c'est quelque chose auquel je pense que je vais prendre goût. Fait que si vous avez aimé le traitement que j'ai fait dans ces vidéos-là, là, il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres top quelque chose sur la liste, là, mais il y a définitivement en masse de playlists pour vous garder occupé. À plus!